Aujourd'hui, on parle de la graisse corporelle, de ses effets ou de ses liens avec la santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne, et c'est vrai aussi sur ma chaîne en ce qui concerne les exercices, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. L'obésité sarcopénique, c'est un problème de santé majeur, je vous l'ai souvent dit, et aujourd'hui, je vous donne des conseils pour la prévenir et aussi la traiter. Et je vous donne des conseils vraiment à la lumière de mon champ de compétences de physiothérapeute ici au Québec ou kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, je résume. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'obésité sarcopénique, et elles sont de toute évidence plusieurs, c'est défini comme un excès de graisse corporelle. Donc, on est en situation d'obésité avec une perte de masse musculaire, nos muscles sont moins forts et on a une diminution aussi de capacité fonctionnelle. Par exemple, on aura de la difficulté à se relever du sol parce qu'on n'aura pas de force, pas parce qu'on a nécessairement des douleurs, on aura de la difficulté à monter les escaliers parce que nos cuisses ne parviendront pas, nos muscles ne parviendront pas à pouvoir faire cette tâche-là de monter les escaliers. Alors ça, c'est l'obésité sarcopénique. Maintenant, je vous donne des conseils simples, comment la prévenir et comment aussi la traiter. Et de ne pas seulement vous dire, je suis en situation d'obésité, c'est normal que je sois faible, je suis en situation d'obésité et j'ai 60, 70, 80, peu importe, et donc je suis plutôt vieux ou vieille, donc c'est normal. Non, c'est pas normal. J'ai un livre qui s'intitule « C'est normal à votre âge », point d'interrogation. La réponse, c'est non, c'est pas normal, peu importe votre âge ou peu importe votre indice de masse corporelle ou à savoir si vous êtes en situation d'obésité. Première étape, d'être sensibilisé à l'obésité sarcopénique, c'est essentiel pour promouvoir des choix de vie sains et prévenir les problèmes de santé qui sont associés. Et le mot clé, c'est le mot choix. De vous présenter un éventail de solutions et que vous choisissez ce qui vous plaît, ce qui convient à vos valeurs, ce que vous avez envie, ce qui vous paraît atteignable, de vous fixer peut-être des objectifs aussi. Chose certaine, il n'y a pas de baguette magique. Et on ne trouvera jamais une pilule pour régler ça. On parle beaucoup de pilules magiques liées à l'obésité. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec cette omniprésence, et je ne vais même pas nommer aucun nom de médicament, à cette omniprésence, même dans les médias, des pilules magiques pour perdre du poids, et on ne parle presque jamais du reste. Et si on veut prévenir et traiter l'obésité sarcopénique, on ne peut pas seulement parler de pilules, et je pense que c'est parfois pas nécessaire de prendre des médicaments pour ça, parce qu'on peut le faire autrement. Je vous donne un autre conseil qui est important pour moi, c'est important de vous le donner, non à la culpabilité. Je vais vous donner d'autres conseils dans les prochaines secondes. Le but, c'est pas de vous culpabiliser. Et parfois, la culpabilité, elle est très forte, elle vient de loin. On est presque conditionné à se sentir coupable dans certains contextes. C'est pas l'objectif du tout, c'est de vous proposer un choix et que vous choisissiez ce qui vous plaît. Donc, on oublie la culpabilité. Un conseil que je vous donne, mesurez l'influence d'un environnement obésogène sur nos choix et nos habitudes. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, obésogène, mais on vit souvent dans des environnements qui nous incitent à consommer des aliments qui sont très pauvres en valeur nutritive et très riches en calories. On nous incite aussi à faire moins d'activité physique, à utiliser moins le transport actif, et l'environnement autour de nous, il est absolument fondamental. On voit, lorsqu'on fait des études populationnelles, que les personnes qui habitent dans tel secteur, dans tel quartier, entre telle rue et telle rue, il y a des niveaux d'obésité beaucoup plus élevés. Alors l'environnement, obésogène ou non obésogène, a un effet. Et je vais vous donner des exemples plus précis d'un environnement obésogène, alors se distingue parce qu'il lui manque. Alors chez vous, est-ce qu'il y a un manque d'accès à une variété d'aliments frais et de qualité? Si vous avez seulement accès à de la malbouffe, par exemple, l'environnement dans lequel vous habitez est peut-être obésogène. Donc, favorise l'obésité ou contribue à une plus grande prévalence de l'obésité.
Deuxième point, un déficit d'accès à des espaces verts récréatifs. Ça aussi, ça a été bien démontré. Lorsqu'on n'a pas accès à des endroits où bouger, ben, on bouge moins. Lorsqu'on se déplace en voiture, on travaille en position assise. Si au moment lorsqu'on est chez soi, ben, il n'y a aucun espace où on peut marcher, bouger. Ici, au Québec, il y a des quartiers où il n'y a pas de trottoir. Hein, on ne peut pas marcher, on est directement dans la rue, donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus sécuritaire. Alors là aussi, c'est une question à se poser. Est-ce qu'il y a une insuffisance d'infrastructures favorables à l'exercice physique? Pas seulement les parcs, mais les salles de sport et il y a plein d'autres éléments. À Montréal, il y a des endroits où il y a des parcs et l'été, parce que nous, on a l'hiver, mais l'été, on peut s'entraîner, on peut faire des exercices, on peut faire des activités sportives et se socialiser. Il y a plein d'autres avantages. Ça participe, lorsque ces infrastructures-là sont insuffisantes, à un environnement obésogène et une configuration des quartiers qui entravent les déplacements actifs comme la marche ou le vélo. Ce n'est pas un détail de parler de ça. S'il y a 60, 70, 75 et parfois plus, 75% de la population d'un pays, par exemple, c'est le cas du Canada, on est très près de ces chiffres-là, qui sont en situation de surpoids et d'obésité, ce n'est pas parce que il y a 75% de personnes qui n'ont pas de volonté et qui ne font pas attention à leur santé. Ça ne peut pas être ça. C'est absolument trop simpliste. Parfois, on remet sur les épaules de la personne, sur sa responsabilité individuelle, le fait qu'elle soit en situation de surpoids et d'obésité. On a une responsabilité individuelle par rapport à nos choix, par exemple, mais on doit aussi parler de la responsabilité collective et l'environnement dans lequel on vit, et ce n'est pas un détail, a une influence sur la prévalence de l'obésité. Un environnement obésogène se distingue aussi par les éléments qu'on y trouve à profusion, comme source de stress. Le bruit, par exemple, on peut se dire, le bruit, quel est le lien avec l'obésité? Si vous vivez dans un environnement très bruyant et que vous dormez dans un environnement très bruyant, vous allez peut-être moins bien dormir. Et si vous dormez moins bien, la prévalence de l'obésité augmente chez les personnes qui dorment moins bien pour des raisons notamment physiologiques. S'il y a beaucoup de bruit, je vais vous placer la diapo plus grand, s'il y a beaucoup de bruit, de violence, de criminalité, vous allez être exposé à quoi? À des stress chroniques. Le stress chronique augmente la prévalence de l'obésité et de maladies ou de comorbidités associées. Pollution de l'air, c'est lié à l'inflammation chronique. Et par exemple, si vous avez une maladie respiratoire, vous allez probablement moins faire d'activité physique et c'est un autre facteur aussi qui peut augmenter le risque d'obésité, oui. Présence de publicité, d'autres formes de promotion de la malbouffe et de la promotion de la sédentarité. On n'y pense pas, mais on est exposé constamment à des images qui en fait, ne sont pas des images qui sont associées à la santé, notamment à la malbouffe. Mais c'est bien démontré, les personnes qui surconsomment de la malbouffe sont en moins bonne santé, sont plus souvent en situation d'obésité. Et là aussi, l'idée, c'est pas de se culpabiliser, mais cette publicité qu'on voit sans arrêt peut finir par nous convaincre, consciemment ou inconsciemment, on peut même ne plus se rendre compte qu'on la voit, cette publicité-là, que de la malbouffe, c'est bon pour la santé, c'est exactement l'inverse, c'est un fléau de santé publique. Et dernier point, la proximité des établissements de restauration rapide, on est encore dans la malbouffe, et une grande offre de malbouffe. Donc s'il y a juste de la malbouffe et il n'y a pas du tout d'accès à des fruits et des légumes frais, et j'ajoute à un prix abordable, c'est certain qu'on se les procurera moins et on choisira des aliments qui contribuent, qui favorisent l'obésité. Dernier point, et si la dépendance alimentaire était un enjeu? Ça aussi, ce n'est pas un thème qu'on aborde souvent. Moi, je suis physiothérapeute. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, mais mes patients qui sont en situation d'obésité, qui ont des comorbidités comme l'arthrite, comme le diabète, des comorbidités qui contribuent à des problèmes musculo-squelettiques, souvent, ces patients-là se sont fait dire, et je me répète, je vous l'ai souvent dit, mais si tu ne maigris pas, on ne peut rien faire pour toi. Mais on ne peut pas dire ça à une personne sans donner d'autres conseils, sans peut-être même la déculpabiliser, sans lui mettre sur les épaules toute cette responsabilité-là, et notamment en raison de la dépendance alimentaire. Et la dépendance alimentaire, mais ça part du cerveau, ça part pas de l'épicerie ou de ce qu'on va, ou même de notre environnement jusqu'à un certain point, c'est un point en soi. Donc la dépendance alimentaire, c'est une consommation excessive de malbouffe
caractérisés par des comportements et des effets analogues à ceux observés chez des personnes toxicomanes. Est-ce qu'on pourrait dire à un toxicomane ou une personne qui a une dépendance à l'alcool, ben, arrête de boire, arrête de prendre telle drogue? On sait que ça ne fonctionne pas comme ça. On sait qu'il y a des phénomènes dans le cerveau qui sont liés au mécanisme de récompense, des phénomènes neurologiques qui font en sorte que la personne, elle est dépendante, elle ne peut pas par exemple, s'arrêter de consommer de l'alcool ou des drogues ou de la nicotine ou un autre élément. Et c'est vrai aussi pour la malbouffe. Il y a à l'intérieur de la malbouffe des ingrédients, pour le résumer, qui favorisent, dans certains cas, la dépendance. Et on le sait de plus en plus et c'est de plus en plus démontré. La malbouffe, je prends le terme malbouffe, je ne suis pas certain que vous utilisez de l'autre côté de l'Atlantique, en France par exemple, ou en Afrique du Nord, et j'aimerais ça lire vos commentaires dans le fil de discussion, et donnez-moi le nom que vous utilisez, je le saurai pour les prochaines fois. Nous, on utilise de plus en plus malbouffe, ça dit pas mal, on comprend ce que c'est, mais ce sont des aliments ultra transformés, riches en calories et pauvres en valeurs nutritionnelles. Vous en voyez quelques-uns sur l'illustration. En anglais, on va parler de junk food. Et il y en a vraiment beaucoup. Ce sont des aliments qui sont souvent plus abordables que des aliments frais et de qualité. Et la dépendance, et écoutez bien ça, la dépendance alimentaire à la malbouffe est présente chez environ une personne sur 10. Alors, ce n'est pas un petit détail. Et tant chez les adultes que chez les enfants. Et elle est 2 fois plus prévalente en situation d'obésité. Alors, comment se fait-il que nos décideurs publics, que nos soi-disant systèmes de santé, qui sont de plus en plus des systèmes d'accompagnement à la maladie, comment se fait que comme société, on tolère ça, même chez les enfants? La dépendance à l'alcool, aux drogues, à d'autres substances, ben, on protège les enfants de ça. Mais comment se fait-il que la dépendance alimentaire, chez les enfants, on en parle très peu? À ma connaissance, il y a très peu de lois qui encadrent tout ça. Pourtant, c'est bien démontré. Alors, c'est peut-être votre cas. Il y a peut-être une dépendance à la malbouffe. J'ai des patients, moi, qui me disent j'ai tenté de changer mes habitudes de vie par moi-même, mais tout ce que je consomme, tout ce que je mange, de fruits, de légumes, j'ai l'impression que ça goûte rien. Et ces personnes-là sont tellement habituées à manger des aliments qui sont très salés, très sucrés, très gras, qu'il y a un effet sur le cerveau et sur le système de récompense, au sens physiologique du terme, et influence leurs décisions. Et ça prend vraiment comme un certain sevrage, une rééducation. Les nutritionnistes sont excellents et excellentes pour vous accompagner, les psychologues aussi. Votre médecin aussi peut vous aider. Mais si vous vous sentez interpellé par ça, je pense que c'est important de se le rappeler. Et dans un contexte d'obésité sarcopénique, donc on est en situation d'obésité et nos muscles ont perdu de la force, des capacités fonctionnelles et du volume, bien, si on a une dépendance alimentaire, il faut en tenir compte. On ne peut pas juste vous dire bien, perdez du poids, puis allez vous entraîner et ça va fonctionner. Non, parce qu'on doit s'intéresser à la dépendance alimentaire dans un contexte d'obésité sarcopénique. C'est tiré de mon livre Plus jamais malade. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Je ne vais pas tout vous lire, mais quand on parle, je ne vais pas tout vous lire parce que ça serait trop long. Là, vous pourrez le revoir ou mettre la vidéo à pause, mais quand on parle de dépendance alimentaire à la malbouffe, ça touche plusieurs sphères de la santé de nos comportement, on a souvent un sentiment de culpabilité, on a des sensations de fringale, on devient de plus en plus sensible à la récompense. Et on devient aussi ça devient de plus en plus difficile de contrôler nos comportements. Après avoir consommé de la malbouffe, on se sent coupable, mais on y retourne. Alors, il y a toutes sortes de processus qui sont comportementaux, psychologiques, physiologiques aussi. Alors, on doit avoir des professionnels de la santé qui connaissent le phénomène de dépendance alimentaire et qui peuvent nous conseiller pour pouvoir déjouer tout ça pour prévenir l'obésité sarcopénique. Alors, je fais un sondage express et je vais récolter vos réponses en direct et aussi les personnes qui regardent la vidéo en rediffusion. Les exercices, le sport ou le transport actif, quel est votre premier choix si vous voulez prendre soin de vos muscles dans un contexte d'obésité sarcopénique? Et même si vous ne vous sentez pas concerné par l'obésité sarcopénique, quel est votre premier choix? Est-ce que vous préférez faire des exercices, donc chez vous ou dans une salle de sport, et vous allez faire des programmes d'exercice, ou vous allez pratiquer un sport seul, avec un coéquipier, coéquipière, ou vous allez décider de faire du transport actif, de vous déplacer à pied, à vélo, en patin ou peu importe. Quel est votre premier choix dans tout ça pour prendre soin de vos muscles et aussi prendre soin
de votre graisse corporelle, de favoriser une quantité de graisse corporelle qui n'est pas excessive, pour le dire vraiment très simplement, pour prévenir et aussi pour traiter l'obésité sarcopénique. Et je termine en vous disant aussi d'en parler vraiment à votre médecin et peut-être qu'il y aura des solutions qui seront peut-être plus faciles à mettre en pratique que vous ne le croyez. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre participation. Je suis toujours ravi de vous présenter des contenus. J'espère qu'ils vous sont utiles, ces contenus. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a une page où vous pouvez cliquer « Contribuer ». Vous pouvez contribuer financièrement, mais il y a d'autres façons de contribuer. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement, une infolettre hebdomadaire. Vous allez aussi pouvoir vous abonner à des courriels thématiques sur différents sujets. Et vous allez aussi voir certains de mes livres que vous allez pouvoir trouver en librairie ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, des livres qui abordent plusieurs sujets, la santé en général, mais aussi des sujets plus précis comme la marche et les douleurs au dos et au cou. Certains d'entre vous, vous les avez déjà lus, ces livres-là, et je suis toujours ravi de lire vos appréciations, vos commentaires positifs. Évidemment, ça me fait plaisir, mais aussi vos remarques constructives. Et vraiment, ce sont des commentaires qui sont très précieux pour moi. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt.